Donc, on va parler tout au long de cette journée, on a parlé d'innovation. Il y a un élément récurrent, c'est celui du capital humain. Nous allons donc parler de la place de l'humain et de l'innovation dans cette souveraineté. On parlera justement de souveraineté numérique, mais aussi la place de l'humain dans la souveraineté industrielle. C'est un panel qui sera co-modéré par M. Yassine Karim, qui est directeur général de Tenaxia Consulting. Madame, Monsieur, merci d'accueillir avec moi le co-modérateur de ce panel, qui va donc aborder les questions liées au numérique, souveraineté numérique, mais aussi la place du capital humain. Merci de l'applaudir, Monsieur Yassine Karim, directeur général de Tenaxia Consulting. C'est un panel qui sera également animé par l'intervention de Monsieur Youssef Ahouzi, directeur général de Portnet. Merci de l'accueillir avec moi. Monsieur Zakaria Fahim, président de BDO et Head of Digital Advisory. Monsieur Le Hussein, attention. Je pense que vous avez vu le groupe du Maroc. C'est pour ça que vous avez trébuché. Qu'est-ce que c'est, Zakaria? C'est pour ça. Je pense Croatie, Belgique. J'invite également Monsieur Anwar Alaoui. Excusez-moi, j'invite Monsieur Hussein Drissi Kamili, vice-président, secrétaire général de l'OSIM. J'invite Monsieur Anwar Alaoui, directeur marketing et communication et de coopération de l'ANAPEC. C'est un panel où on va parler de numérique, mais d'emploi et de formation en même temps. J'invite Madame Intissar Benzakour, directrice de la recherche et développement à Riminex. Monsieur Hicham Bouzkri, président conseil de surveillance à l'IFMRE. J'invite également Monsieur Guy Escarfel, Managing Director Morocco et Maghreb à SGS plutôt. J'invite également Taoudi Korachi Bensouda, directeur des relations entreprises à l'ESIT Maroc. Monsieur, très heureux, messieurs, de vous compter parmi nous pour ce panel où nous allons parler de formation, d'innovation, souveraineté numérique. Allez-y. Est-ce que la régie, on peut avoir un micro supplémentaire ? On va le trouver. On va trouver ce... Merci. Allez-y. Et on va poser... Donc on commence par... ce qu'on va faire, c'est un round où on va alterner entre des questions numériques, après sa formation, mais bien évidemment, ce sont des sujets un peu transverses. Vous pouvez justement réagir sur des sujets qui vous intéressent. Merci. Merci, c'est Mehdi. Très ravi, Mehdi, de co-modérer avec toi ce panel. Ça fait vraiment plaisir. Je pense que le panel aujourd'hui parle de panel souveraineté numérique. Je pense qu'on a constaté récemment la création d'un ministère de la transition numérique et aussi également les réformes d'administration autour de la numérisation. Je pense qu'aujourd'hui le digital commence à s'imposer comme un levier stratégique pour le développement de notre pays et de l'écosystème industriel. Je pense qu'il y a... je démarre par une première question. C'est Monsieur le Directeur Général. C'est Ashur Shakib. Okay. Parfait. Oui. C'est Karim, on va recevoir Monsieur Achir, le Directeur Général de l'ANAPEC. Il va nous honorer et être avec nous donc au niveau de ce panel. Merci de bien vouloir applaudir avec moi Monsieur Achir, Directeur Général de l'ANAPEC, qui nous honore par sa présence au niveau justement de ce panel, qui a d'ailleurs fusionné. Ne vous inquiétez pas, nous avons fusionné deux panels, la formation et le numérique.
Très bien. Donc, ma première question, c'est Ashar. Vous êtes le Chief Strategy Officer à Huawei. Et autant que un acteur majeur dans l'industrie téléphonique mobile, quel regard portez-vous sur la digitalisation au Maroc? Brièvement, c'est Ashar. D'accord. Bah, écoutez, c'est une question importante parce que la digitalisation, donc c'est quelque chose qui a démarré depuis plusieurs années. Donc on a eu donc je n'ai pas envie de dire des échecs, mais on a eu des avancées, mais on n'a pas atteint les objectifs, en tout cas qui ont été fixés sur le plan numérique 2013, 2018, etc. Mais il est important de situer ça dans le panorama mondial, à l'échiquier mondial, qu'est-ce qui se passe au niveau de la transformation digitale et situer la maturité digitale du Maroc dans ce panorama au niveau mondial. Donc aujourd'hui, quand on regarde en réalité, en fait, il y a à peu près 170 pays qui ont déjà annoncé leur stratégie de transformation digitale, mais avec des objectifs qui sont clairs et qui sont fixés. Quand on regarde par exemple le cas de l'Allemagne, leur objectif c'est d'être leader sur l'industrie 4.0 d'ici 2025 et ils se donnent les moyens pour le faire. Donc aujourd'hui, nous au Maroc, on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'on veut faire. On parle d'agritech, on parle de télémédecine, mais il faut qu'on se fixe quelque chose sur lequel on peut exceller et on peut être les meilleurs. Aujourd'hui, quand on regarde par rapport à ce panorama-là, on regarde même des pays qui sont proches de nous comme les Émirats. Les Émirats aujourd'hui, ils sont en train ils ont créé déjà un ministère en charge de l'intelligence artificielle. L'Arabie Saoudite, ils ont une vision de transformer l'économie qui est aujourd'hui basée sur le pétrole vers une économie agile, basée sur l'innovation, mais avec des KPI et des objectifs qui sont clairs. Alors, nous, côté Huawei, donc, on a une méthodologie qu'on appelle Global Connectivity Index. Et en fait, c'est le Global Connectivity Index, il touche à peu près à 80% des pays au niveau mondial, un peu plus de 90% du PIB au niveau mondial. Et en fait, ce qu'on regarde, on regarde 40 indicateurs pour mesurer la maturité digitale de chaque pays. Alors, c'est quoi ces indicateurs? Eh bien, c'est la couverture Internet fixe, la couverture 4G, le nombre de startups. Alors, tous ces indicateurs-là permettent de mesurer d'une manière assez précise la maturité digitale de chaque pays. Alors, ce qui sort en fait de ce concept ou de cette étude, on sort finalement avec un résultat où on a 3 groupes. On a un groupe des pays qui sont avancés. Les pays qui sont avancés, on va parler des États-Unis, l'Angleterre, de Singapour, et un autre groupe où on va trouver des pays qui ont adopté le digital. Et ces pays qui ont adopté le digital, on va trouver de manière assez majoritaire des pays asiatiques et des pays du Moyen-Orient. Ben, le Maroc, il n'est pas dans ce groupe-là. Le Maroc, il est dans le dernier groupe. Le dernier groupe, c'est le groupe des pays qui sont en train de démarrer le digital. Donc nous sommes dans ce dernier groupe, nous sommes à peu près dans la fourchette supérieure de ce groupe des pays qui ont démarré le digital, mais nos ambitions, c'est de partir sur nos groupes des pays qui ont adopté le digital et pourquoi pas être sur la fourchette haute comme le cas de l'Arabie Saoudite. Donc aujourd'hui, nous avons démarré le digital. Donc nous avons encore beaucoup de challenges. Donc la maturité digitale au Maroc se mesure avec des indicateurs qui sont concrets que je viens de vous expliquer. Excellent. Merci beaucoup. Justement, je vais me tourner vers Monsieur Guy Escarfel. C'est qu'aujourd'hui, on parle de compétences, de 3D, intelligence artificielle, métaverse. Est-ce qu'il est facile justement de trouver ces ressources pointues sur le marché marocain et surtout de les garder? Merci pour cette question. Question très intéressante parce qu'on s'est posé également la même question. Actuellement, donc, dans les stratégies du groupe AGS, on a une orientation très forte sur le digital et l'innovation. Alors, je ne vais peut-être pas passer sur la présentation parce que vous allez tous attraper un torticolis, mais on s'est tout à fait rendu compte que l'intelligence artificielle allait avoir, disons, quelque chose d'extrêmement important pour toutes les sociétés. Pour répondre à votre question, est-ce qu'on trouve des compétences ici au Maroc? La réponse est oui, puisque dans le cadre de notre développement, au niveau global SGS, donc société implantée dans 150 pays, on a mis en concurrence en quelque sorte des pays pour identifier des lieux où on allait pouvoir créer des Digital et Innovation Squad. Donc on a fait appel à des recruteurs internes et externes
qui ont commencé à screener LinkedIn, qui ont contacté différents candidats, et il s'est avéré que le Maroc est sorti dans le top 5 des compétences. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un terreau, il y a des fondements, des fondations qui sont très intéressantes pour le digital et l'innovation. On a parlé des fuites potentielles de talents. L'idée pour un groupe comme AGS, c'est pas d'aller prendre des ressources, des talents marocains pour les mettre à Genève ou je ne sais où, mais c'est beaucoup plus de créer ici, à Casablanca, un Digital et Innovation Squad. Et c'est ce qu'on va faire. On est en phase de recrutement aujourd'hui pour créer cette équipe qui va servir en fait des besoins dans le monde entier, qui vont servir des besoins aux États-Unis, des besoins en Asie, en Chine, des besoins en Europe, en France, en Espagne, etc. Donc on va créer un Digital et Innovation Squad à partir de ressources marocaines et les ressources seront basées au Maroc. Donc, pour vous avez à votre commencé question, la campagne de recrutement, pas encore? Tout à fait. Alors d'ailleurs, Je vous rappelle qu'on est en direct sur YouTube, donc il y a plusieurs jeunes qui le suivent. S'il y a des talents aujourd'hui, si vous voulez participer à une nouvelle aventure, vous êtes les bienvenus. Voilà. Merci. Merci. Je vais me diriger vers Youssef Ahouzi. D'abord, j'en profite pour féliciter Ahouzi, nouvellement nommé directeur général de Portnet. Félicitations, Youssef. Merci beaucoup. Merci. Et effectivement, avec cette nouvelle responsabilité, j'imagine qu'il y a des défis à relever. Quels sont ces défis à relever et surtout par rapport à votre business model aujourd'hui qui est basé sur la digitalisation, parce qu'aujourd'hui, Portnet est venu pour accompagner le secteur d'export à aller vers une vraie dématérialisation de process. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça et quelle est la vision derrière ce business model? Merci beaucoup. Donc, effectivement, Portnet joue un rôle clé au niveau de l'écosystème. Si vous pouvez rapprocher le micro. De l'écosystème en fait du commerce international, à travers une plateforme qui permet de digitaliser en fait l'ensemble des procédures relatives aux opérations d'import, d'export et de transit. Donc, effectivement, c'est une plateforme qui est communautaire, qui est basée sur en fait un business model ou un modèle collaboratif où l'ensemble de la communauté ont contribué au développement et à la mise en place de cette plateforme à travers en fait un ensemble de process et de travaux qui ont démarré il y a plusieurs années, donc plus d'une dizaine d'années actuellement, donc depuis 2012 avec les premiers process en fait portuaires avant de passer à la dématérialisation en fait de tout ce qui est trade donc avec le ministère du Commerce et Industrie. Et bien sûr, nous avons continué nos travaux avec l'ensemble de la communauté pour bien sûr intégrer l'ensemble des parties prenantes et les intégrer avec nous au niveau de cette plateforme pour arriver bien sûr à un objectif ultime de zéro papier pour les procédures en fait de commerce extérieur. Actuellement, en fait, les défis, c'est toujours d'améliorer par l'innovation et l'utilisation de la technologie, améliorer en fait les process, les harmoniser, les simplifier, et les digitaliser. Bien sûr, en utilisant de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, la blockchain et autres technologies qui sont des technologies d'avenir, de rupture, qui vont en fait permettre de nouvelles cas d'usage, d'améliorer en fait le process, de ne pas rester dans la partie digitalisation, mais plus dans en fait des services à valeur ajoutée à l'ensemble des parties prenantes. Donc à travers ces services à valeur ajoutée. Merci de centrer votre micro comme ça pour qu'on puisse vous écouter. D'accord. En fait, ces services à valeur ajoutée vont permettre en fait aux opérateurs économiques en fait d'améliorer leur compétitivité et d'avoir une maturité plus digitale, donc à travers un ensemble de projets qu'on est en train de mener avec la communauté, tels que la mise en place de RP communautaire pour l'ensemble de la communauté,
avec une interconnexion, utilisant des API avec la plateforme Portnet pour permettre une interconnexion avec l'ensemble des parties prenantes en fait, du commerce extérieur. Monsieur Achir, ce matin, le ministre de tutelle, Monsieur Skouri, a parlé que pas de compétitivité économique sans un capital humain agile, bien formé. Justement, il a parlé également que l'ANAPEC sera plus que jamais sur le front avec une offre agressive, plus proche et à l'écoute des industriels. Comment justement vous accompagnez ces industriels qui investissent dans de nouveaux secteurs et notamment dans le développement durable? Merci pour cette question. Tout d'abord, je voudrais remercier Industrie du Maroc pour l'invitation, pour l'organisation de cet événement très, très important. Pour revenir à votre question, l'accompagnement des industriels, nous le vivons à l'ANAPEC tous les jours. Bien sûr, à travers les produits, les mesures actives pour l'emploi que l'État a mis en place, que ce soit IDMAJ, que ce soit Tahfiz, que ce soit IDMAJ pour permettre à des jeunes, comme vous le savez, dénués d'expérience ou moins jeunes, qui n'ont pas d'expérience, d'avoir une primo, d'accéder à des premiers emplois sur le marché du travail. Et si les choses se passent bien, il y a une prise en charge sociale au niveau de la 3e année pour les entreprises qui recrutent. Donc ça va en faveur de l'insertion des jeunes. Il y a bien sûr toutes les formations que nous faisons pour adapter le profil aux besoins réels des entreprises pour que les gens soient opérationnels. Donc ça, c'est le produit IDMAJ. Produit Tahfiz, comme vous le savez, c'est pour les entreprises nouvellement créées, c'est pour favoriser les petites entreprises, les très petites entreprises, les start-up, pour les inciter, les aider à recruter. Il y a aussi le programme Ta'il qui permet d'améliorer l'employabilité. Ça, c'est pour, je dirais, pour tous les secteurs. Pour l'industrie, nous avons vécu des expériences avec de gros employeurs où ça nous a permis d'adapter notre offre à réglementation constante, parce que ces règles et ces produits sont décidés par l'État, pas par l'ANAPEC. Donc nous ne faisons que les exécuter et on essaye de les exécuter de la manière la plus efficace possible. Bien sûr, il y a une dimension digitalisation. L'ANAPEC a digitalisé l'ensemble des services qu'elle offre aux entreprises, mais aussi aux chercheurs d'emploi, au niveau front office, au niveau accès à nos services. Il y a l'aspect formation, le système de suivi, de gouvernance de la formation n'est pas encore digitalisé. On est en train de parachever la digitalisation. Il y a aussi l'aspect porteur de projet, auto-emploi, qui n'est pas encore digitalisé. C'est en cours. Nous sommes en train de refondre notre système d'information. Pourquoi? Parce que la digitalisation, on doit bien en être bien conscient, n'est plus une option, un choix, c'est une nécessité pour tout le monde. Et donc nous inscrivons à l'ANAPEC dans cet esprit. C'est une nécessité. Pourquoi? Parce que c'est le moyen le plus rationnel et le moyen nécessaire pour améliorer la gouvernance de ces process, pour améliorer la qualité, pour améliorer les délais. Il y a beaucoup d'entreprises qui se plaignent que certaines procédures soient lourdes, notamment pour la formation à la carte, tout ça, parce que, bon, s'agissant de deniers publics, l'État met des verrous. Mais la digitalisation est une option pour raccourcir les délais, pour rendre plus efficaces nos procédures. Bien sûr, il y a le volet simplification, amélioration des procédures et même des produits que l'État offre. Ça, c'est un chantier dont a parlé Monsieur le ministre et sur lequel nous sommes en train de travailler pour avoir des mesures actives pour l'emploi agiles, souples, qui évoluent selon les secteurs stratégiques, secteurs porteurs, secteurs spécifiques, comme certains secteurs à utilité sociale, comme le préscolaire par exemple, ou d'autres secteurs, ils sont spécifiques, ils méritent des mesures actives, spécifiques, adaptées, mais aussi la prise en compte de la dimension territoriale. En fait, c'est un alignement sur la nouvelle charte d'investissement qui elle-même se base sur le nouveau modèle de développement. Bon. Donc, si vous voulez, pour résumer, le thème d'aujourd'hui qui est la digitalisation ou qui est la ressource humaine au service des entreprises, c'est un thème
transverse, où il y a plusieurs acteurs qui travaillent. Et nous essayons à l'ANAPEC de nous adapter. Nous sommes en train de travailler sur un plan de développement 2022-2026 qui sortira avant juin, Inch'Allah. Et je rappelle que vous êtes même à l'écoute des startups. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est un autre volet parce que j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, on parlait de l'emploi salarié. Mais l'entrepreneuriat, c'est une partie très importante, un moyen d'inclusion économique très important sur lequel nous travaillons aussi. Excellent. Cher ami Zakaria Fahim, si tu permets, je vais m'adresser vers toi. En étant, je te connais quand tu étais ex-président de CJD, fondateur de Bafrica. Vous avez initié beaucoup d'initiatives comme l'auto-entrepreneur, le Small Business Act. Vous êtes quelqu'un de très dynamique dans l'accompagnement des jeunes et la création de la richesse autour des jeunes. Et moi, j'ai travaillé avec toi au CJD et je sais très bien de quoi je parle. Donc aujourd'hui, ma question, Zakaria, est-ce que vous croyez que la détection des talents innovateurs autour du digital est suffisant pour assurer une industrie locale ou inclusive ou pas? Qu'est-ce qui manque? C'est quoi votre vision? Et comment, à travers toutes ces initiatives Africa ou autres, vous pouvez accompagner ces jeunes autour du digital et autour de cette souveraineté numérique? Merci. Je pense qu'il y a un chiffre qui est intéressant, c'est que le sondage qui est sorti aujourd'hui, on serait premier dans le classement mondial de l'éducation. Je ne sais pas si tu as vu l'étude qui est sortie ce matin. Bon, c'est un poisson d'avril. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'on va dire aujourd'hui est intéressant, c'est que 87% des Marocains sont dans l'école publique, et 100% des gens qui sont ici ne connaissent plus l'école publique. Et si on veut effectivement réduire cette fracture numérique, il est important aujourd'hui de remettre de l'humain dans l'école publique. Et un des enjeux maintenant, c'est comment je peux faire un give back pour qu'on puisse accélérer et que ce qu'on voit aujourd'hui dans pas mal de régions qui sont en train de reprendre du poids de la bête puisse être disséminé à tout le monde. Je crois que c'est un des enjeux. Donc j'ai la chance d'avoir pris la présidence d'une association qui s'appelle GISR, qui travaille sur l'éducation d'entreprise, parce que si on veut vraiment que la détection des talents ne soit pas aujourd'hui la réponse, ou plutôt le retour d'une élite, il est vraiment important qu'on remette, l'école publique à sa juste valeur. Un pays qui est très intéressant, parce qu'on pense beaucoup à beaucoup d'autres pays. Le Rwanda, depuis 3 ans, enferme des écoles publiques et les gens reviennent à l'école, enferme des écoles privées et les gens reviennent à l'école publique. C'est-à-dire que le retour en arrière est toujours possible. Maintenant, effectivement, ça demandera du temps. Là aussi, sur oser et démarrer, donc, comme je dis, donc, les initiatives pour avoir des talents, effectivement, il faut démarrer le plus tôt, donc ça démarre à l'école. Et avec ma deuxième casquette sur la partie aujourd'hui genre, quand on sait que le taux de déperdition aujourd'hui féminin est de 90%, quand on sait que 80% des femmes qui sont diplômées s'arrêtent le jour où elles se marient ou elles montent une famille, donc il y a toute une responsabilité en termes de mindset pour faire en sorte qu'on soit pas en train de se parler à nous-mêmes. Parce que c'est vrai, quand on regarde un peu tout ce que fait le Maroc, on dit tiens, c'est super chouette, mais il y a un vrai décalage et je crois que c'est un des enjeux de ces combats, notamment sur les startups, pour redonner du lien, parce qu'on s'est rendu compte que l'école de la deuxième chance est quelque chose de très intéressant. Moi, je crois beaucoup à la validation des acquis par l'expérience, parce que si on veut remettre tous ceux qui ont sorti de l'école très tôt, notamment beaucoup de femmes, donc je pense que c'est vraiment important. Donc il y a des sujets macro sur lesquels il faut travailler, puis après il y a du micro. C'est un peu le colibri chacun d'entre nous. Et c'est cette dualité sur laquelle personnellement je crois beaucoup qui permet de faire de la contagion positive et faire en sorte... Mon voisin a parlé de l'intelligence artificielle. Les Chinois, quand ils ont décidé que l'intelligence artificielle est quelque chose de stratégique, en 2017, ils ont dit on va faire 3 choses. On va accompagner en capital, en accès du marché, on va créer du lien entre les entreprises, les centres de recherche et l'armée,
Et en 2017, pas en 2027, ils étaient à 48% sur les 15 milliards en R&D dans les startups dans le monde, et les États-Unis étaient 48%. Donc ça veut dire que là aussi, il y a important. Et pour finir, moi je crois beaucoup, pour cette problématique aujourd'hui de digital, cette dimension aujourd'hui Afrique, on parle beaucoup d'être le hub de beaucoup de choses, parce que là, quand on dit, voilà, il faut qu'on se spécialise, moi je crois beaucoup à cette souveraineté plutôt continentale. On oublie qu'il y a une Zleka, que c'est une souveraineté marocaine, c'est trop réducteur. Donc il y a cette... oublier un peu son ego et dire qu'on est capable de le faire si on fait de la coalition et de l'intelligence collective. Merci Zakaria. Justement, j'ai une question à poser à Monsieur Le Houari de Tangemet. On parle d'innovation. Qui dit innovation dit donc recherche, ordinateur, consommation d'énergie. Justement, comment on peut gérer cette question énergétique? Merci. Donc, je tiens à vous remercier pour inviter l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique à s'exprimer. Effectivement, je crois qu'on a déjà parlé ce matin, on parle tout le temps de décarbonation, même dans des panels qui parlaient d'autres choses. Et donc là, effectivement, il y a une opportunité très importante pour l'industrie marocaine. Il y a un potentiel qui a été défini, il y a des mesures qui ont été mises en place, que ce soit l'audit énergétique, que ce soit la décarbonation. Et donc là, je crois que les industriels marocains, il est tout à fait intérêt à gagner dans la compétitivité en diminuant sa consommation énergétique, que ce soit par les énergies renouvelables ou bien que ce soit par des mesures d'efficacité énergétique. Il y a un ensemble de mesures qui existent. Implémenter un système de management de l'énergie, ou bien faire des audits énergétiques, ou bien calculer son empreinte, qu'on parlait tout à l'heure de décarbonation, de l'empreinte carbone. Tout cela fait que effectivement l'industriel il est tout à fait intérêt à s'intégrer, à s'impliquer beaucoup plus davantage. Je crois qu'on a vu ce matin des potentiels d'économie d'énergie qui peuvent aller jusqu'à 40, 50, 60%. C'est beaucoup. Et donc là, on est face maintenant avec la technologie qui évolue. On parle maintenant de digitalisation. Ça devient très compétitif et des temps de retour qui sont très courts. Et donc, on n'est plus dans cet esprit d'investir avec des temps de retour longs, mais beaucoup plus. Alors là, le Maroc, il est impliqué là-dedans. Il y a une stratégie nationale d'efficacité énergétique. L'industrie consomme près de 21% de la consommation nationale en énergie, avec un potentiel de 17%. Et donc là, le Maroc et le secteur industriel, il est tout à fait... comment dirais-je, c'est l'opportunité d'investir là-dedans avec cette histoire de décarbonation et de taxes carbone aux frontières. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Bensouda. Je vais te prendre une question, si tu le permets, parce que j'aimerais bien que Monsieur Bensouda rebondisse à l'intervention de Monsieur Fahim par rapport à la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, les écoles marocaines, notamment comme la vôtre, forment des jeunes adaptés aux besoins du marché de l'emploi? Est-ce qu'il y a une corrélation entre offre de formation supérieure et besoins du marché, et ces besoins qui changent d'une manière effrénée? Merci pour votre question. Je remercie Industrie du Maroc pour l'invitation et l'organisation de ce grand événement. Effectivement, les IT, depuis sa création en 1996, d'ailleurs je rappelle que c'est un modèle innovant et pionnier. En 1996, les IT était la première école d'ingénieurs d'État, fruit, public, privé, et gérée par le privé. On délivre un diplôme d'État, mais c'est géré par le privé, c'est l'entreprise. Donc on a été créé sur demande par l'entreprise. Toutes les filières, de toute façon, c'est simple. Quand on est orienté client, ça veut dire on écoute le client, il a besoin de quoi? À partir de là, on ne crée pas des filières et après on cherche où les placer. C'est l'inverse. On est orienté dès le départ client, on écoute l'entreprise, les besoins de ces entreprises, on les anticipe, on lance des filières et à partir de là, on n'a pas de problème à placer nos lauréats. D'ailleurs, chiffre officiel, depuis des années, les IT, c'est le premier taux d'insertion au Maroc, grâce justement à cette démarche qui est orientée client. On anticipe tout le temps ses besoins. À partir de là, on n'aura pas de difficulté à placer nos lauréats. Et c'est un conseil que je donne, si je peux me permettre d'utiliser conseil, aux autres écoles. Aujourd'hui, et je parle en ce moment, il y a une très belle dynamique en termes de recrutement. Il y a des demandes énormes émanant de tous les secteurs,
parfois on se trouve des situations où on n'arrive pas à répondre aux besoins de tout le monde. Donc le besoin est là, il suffit d'adapter ces filières, mais d'être agile, comme vous l'avez dit, former des gens qui répondent à des besoins, mais surtout former des gens capables d'apprendre à apprendre. Parce que dès qu'ils sont sortis, 3-4 mois, il y a des nouvelles notions qui sont sorties, qui émergent, etc. Donc on a besoin de gens agiles et capables d'apprendre à apprendre. Nous, par rapport à cela, on a donné, d'abord on anticipe les besoins, tous ces aspects de digitalisation, de Smart Factory, d'Industrie 4.0, on était les premiers à avoir lancé des filières d'ingénieurs, justement en 2015. C'était embryonnaire en ce moment-là, à ce moment-là, et aujourd'hui on a la 5e promotion qui sort, qui est disponible sur le marché. Mais bien sûr, il y a ces aspects-là techniques, mais nous, on croit que la digitalisation, c'est juste des outils, des logiciels, un matériel. Non, c'est un mindset, c'est de la conduite de changement, c'est de l'investissement en humain. Et malheureusement, on rechigne à avoir une culture de l'humain, à croire dans un investissement de l'humain. On n'a pas de mal à investir dans des logiciels, dans du matériel, dans l'IoT, dans les RFID, mais on a encore du mal à investir dans l'humain en formation continue. Les processus de financement n'aident pas non plus, ne sont pas assez flexibles, ne sont pas assez agiles. On attend avec impatience les nouvelles procédures. Ce que je voulais dire aussi, il y a ces aspects techniques, mais il y a un aspect très important pour avoir des gens adaptés, c'est les soft skills. C'est ce qui reste. Et nous, on a fait un gros effort sur les soft skills, non seulement au niveau des étudiants, mais également au niveau des enseignants. Nous, on a dépassé l'enseignant expert dans son domaine, mais aujourd'hui, on parle de l'enseignant coach. On lui a fait subir des formations, des cycles de coaching. On a certifié tous nos enseignants en termes de coaching. On a intégré des outils Inermetrics, c'est un leader mondial de coaching, et pour les enseignants et pour les étudiants, pour avoir des gens. Parce qu'aujourd'hui, on parle de classe inversée. Avant, l'information était détenue seulement par l'enseignant. Aujourd'hui, peut-être que l'étudiant en sait plus en termes d'information. Mais par contre, l'enseignant, il apporte cette dimension pratique. Il devient un animateur de workshop. Il amène des informations de l'entreprise avec des choses pratiques, justement, par rapport à cet étudiant. Et là aussi, un atout majeur de l'école qui est orienté entreprise, on a un enseignant qui a une double casquette. D'abord, c'est une condition sine qua non pour enseigner à l'ESIT, c'est des gens qui ont un vécu entreprise, très important, pas seulement académicien. Et c'est des gens qui, la moitié de leur temps, est passé en entreprise, en train de faire de l'assistance technique, de l'accompagnement, de la formation. Donc, ils mettent à jour leurs compétences. Ils sont vraiment à l'écoute de l'entreprise au quotidien. Leurs cours sont imprégnés de cas pratiques, de chiffres pratiques. C'est ce qui fait que, justement, c'est tout ça qui fait que, effectivement, les lauréats sont adaptés au marché. Bien sûr, il y a toute la veille. Il y a la direction générale de l'ESIT qui investit énormément dans l'enseignement. Dans l'enseignant, on a un plan de formation de plusieurs jours par enseignant. Tous les salons, on y va pour faire de la veille au niveau international. On a des partenariats au niveau international. Donc, la recette, c'est là. À partir de là, je peux vous dire que c'est mathématique. On n'aura pas de problème à adapter ce qu'on forme, le besoin de l'entreprise. Et il y a, bien sûr, une remise en question, mais chaque année. Et c'est ça l'agilité de l'enseignement qui, à coup sûr, donnera des résultats escomptés par l'entreprise. Voilà. Merci, M. Bensouda. Parfait. Monsieur Karim. Donc, je vais me diriger vers Sir Hussein Idrissi Kamini. Vous êtes secrétaire général de l'OSIM. L'OSIM, c'est une association très dynamique dans le sujet de digitalisation et numérisation, autour même des sujets très pointus comme big data, blockchain, intelligence artificielle. J'en profite aussi pour... vous venez de constituer un nouveau bureau, c'est ça, c'est au niveau de l'OSIM. Alors, quel est votre plan d'action autour de la digitalisation et surtout, j'aimerais bien parler
de Digital Nation. On entendait parler de Digital Nation. C'est quoi exactement et quelle est la vision de l'OSIM autour du sujet de la digitalisation? D'accord. Alors, d'abord, merci à Industrie du Maroc de nous avoir invités. Alors, d'abord, quelques mots par rapport à l'OSIM pour vous la présenter, pour ceux qui ne la connaissent pas très bien. L'OSIM, c'est l'Association des utilisateurs du système d'information au Maroc. C'est une association d'utilisateurs. Donc là, on n'a pas de prestataires de services qui peuvent être adhérents. Et notre vocation, c'est d'être un espace dans lequel les différents utilisateurs peuvent échanger. Et on est un espace d'échange, de partage d'expériences. Et on crée du lien entre les différents adhérents. Les adhérents, ce sont les entreprises et pas nécessairement les représentants IT, qui peuvent être soit les DSI ou les directeurs digitaux, mais en tout cas, toutes les entreprises qui sont adhérentes, leurs salariés peuvent participer. Qu'est-ce que fait cette association? En fait, on a des programmes. Par exemple, on a les rendez-vous de l'OSIM qui sont des rendez-vous mensuels qui ont été convertis en webinaires pendant la période du Covid. On a en moyenne une centaine de personnes qui sont connectées pour chaque sujet. Et pour répondre au point que tu disais tout à l'heure, on traite des sujets techniques, on traite des sujets de process, de démarche, on traite des sujets sur la performance économique de l'IT, des sujets relatifs au RH, parce qu'effectivement, tous ces sujets-là ont un impact direct sur la capacité des entreprises à innover, à produire des solutions qui sont performantes, qu'elles soient digitales ou qu'elles ne le soient pas. Donc, je parlais des rendez-vous de l'OSIM, les assises de l'OSIM qui sont des rendez-vous biannuels. En fait, c'est des congrès où il y a à peu près 1000 personnes qui participent. Donc, c'est le plus grand rendez-vous peut-être pas du Maroc, certainement de la région. En fait, aujourd'hui, comment l'OSIM contribue dans le développement de cette transformation digitale? Parce qu'aujourd'hui, les membres de l'OSIM sont les vrais acteurs de la transformation digitale parce que ce sont les vrais utilisateurs et ces directeurs SI qui portent les projets de transformation digitale. Donc, comment aujourd'hui l'OSIM contribue dans ça et qu'est-ce que vous faites exactement pour accompagner cette vague de digitalisation? Je pense que c'est exactement ce que je disais. Le rôle d'une association, c'est de créer du lien et de permettre à ses adhérents d'avancer mieux et plus loin ensemble que s'ils le faisaient en restant dans leur coin. L'espace d'échange que crée l'OSIM permet aux adhérents de bénéficier d'insights de personnes qui sont inspirantes. Elle leur permet aussi d'échanger entre eux et d'apprendre que des choses se font, qu'elles sont faisables et qu'elles sont faciles à faire. Donc, les livrables que l'OSIM va apporter aux différents adhérents, mais finalement à l'ensemble de l'écosystème, c'est les livres blancs, c'est ces rendez-vous-là, qui sont un contenu scientifique qui est très intéressant. Maintenant, ça, c'est l'apport que l'OSIM va apporter aux adhérents. L'OSIM est aussi un acteur qui prend des positions par rapport à certains sujets. Effectivement, je rejoins chez Ashore en disant que aujourd'hui, il y a encore des choses à faire, il y a des axes d'amélioration qui doivent être identifiés. Et on doit identifier une cible de ce que devrait être le Maroc lorsqu'on va parler de Digital Nation. Pour cela, il y a eu un pacte pour un Maroc digital qui a été élaboré par l'OSIM, l'APEBI, le MSEC. Et en fait, l'objectif, ça a été de dévoiler une vision, un objectif qui serait un point de départ pour les discussions et pour définir des cibles. L'idée, c'est de créer une vision qui devrait être atteinte. Et en dehors de ce pacte, en fait, on contribue avec les différents acteurs, notamment aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a la chance d'avoir un ministère dédié, mais en fait, on a la capacité aujourd'hui de créer une dynamique beaucoup plus forte pour faire avancer le digital au Maroc. Juste un point, et je pense qu'il faut quand même garder en tête des points positifs, c'est que sur ces 2 dernières années, on a vécu une année de crise.
Et cette année de crise nous a donné deux choses importantes. C'est d'abord une transformation digitale qui a initié, adopter le digital, rien que le télétravail, on n'a pas attendu les lois pour le faire. Donc on sait que on a vu les choses se faire, et en parallèle, on a vu des entreprises marocaines, déjà dans le secteur industriel, réaliser des choses dans des délais très courts. Et en fait, c'est cette confiance en notre capacité de réaliser qu'on doit garder, et il faut qu'on capitalise dessus. On ne se dise pas, en fait, là, la situation de crise est passée, on peut revenir à dormir tranquillement. De toute façon, la digitalisation va nous rejoindre. Je vais rebondir, Mehdi, sur ça. Bien sûr, allez-y. Je vais rebondir en fait sur la crise sanitaire qui a imposé et qui a fait en sorte que toutes les entreprises ont compris que la digitalisation est un levier important à intégrer dans leur stratégie. Et je vais aller vers CHO pour dire aujourd'hui comment votre entreprise contribue dans le développement de l'écosystème numérique au Maroc à travers ce gap, parce que tout à l'heure vous avez bien dit qu'il y a encore des gaps, il y a beaucoup de choses à faire au Maroc. Quelle est votre stratégie dans ce sens pour remplir ce gap et comment vous contribuez dans ça? Premièrement, Huawei, nous avons 20 ans au Maroc, nous avons accompagné le Maroc dans son développement. Donc le Maroc aujourd'hui rayonne sur la technologie 4G en Afrique, c'est avec Huawei. Donc nous avons travaillé avec les 3 opérateurs, donc nous avons construit les réseaux télécoms ici au Maroc avec les 3 opérateurs, que ce soit le fixe ou le mobile. Nous avons participé au projet du TGV marocain. Donc aujourd'hui, le TGV marocain utilise des solutions Huawei, ce qu'on appelle le GSMR, qui permet la communication entre le conducteur de train et le chef de la gare. Il n'y a pas de par la vitesse et les traits. Donc c'est la technologie GSMR qui permet justement d'avoir cette communication très fiable, sécurisée entre le conducteur de train et le chef de gare. Nous avons mis en place le premier supercalculateur, à la disposition de CNRST, donc c'était en 2018, donc c'était en partenariat avec l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Et donc ce supercalculateur aujourd'hui, il sert aussi encore pour les scientifiques et les chercheurs pour travailler sur plusieurs thématiques qui sont liées à l'agriculture et autre chose. Ce qui est important aussi, nous avons contribué pendant la période de Covid, comme vous le savez, pendant la période de Covid, moi je l'ai vécu, nous sommes proches des opérateurs, nous avons vu l'augmentation de l'usage, mais malheureusement cette augmentation de l'usage de réseau s'est accompagnée avec un impact au niveau de la qualité de service. Donc il fallait remédier à ça, donc nous avons travaillé avec les opérateurs pour remédier à ça et faire en sorte que la qualité de service soit maintenue. Et également, ce que nous avons fait également, c'était une première, donc c'était avec l'ancien gouvernement. Nous avons mis en place un test avec le CHU de Casablanca, et c'était une première, sur les premiers patients Covid qui étaient atteints, qui passaient la radio, ils avaient vraiment les poumons atteints, donc ils passaient la radio. Donc il y a un problème de pénurie des radiologues. Nous avons fait un test avec le CHU de Casablanca, c'est-à-dire qu'on récupère le fichier de la radio du patient et donc on le passe sur notre plateforme de cloud d'intelligence artificielle. Au début, ce n'était pas très fiable parce que vous savez très bien, l'intelligence artificielle avec machine learning, ça demande l'apprentissage. Donc plus ça travaille avec les données, plus ça devient fiable. Donc au début, le résultat n'était pas vraiment super, mais au bout de 2-3 jours, nous sommes arrivés à un diagnostic très précis au bout de 30-40 secondes. Et ce qui m'a permis aussi, moi qui ne connais pas le monde de la santé, ça m'a permis effectivement de fréquenter les docteurs, les radiologues, et qui au début ils étaient réticents, mais finalement ils ont compris que l'intelligence artificielle c'est juste un outil qui est à leur disposition, qui permet de faciliter le travail. Mais le docteur ou le radiologue, il reste toujours maître à bord. Donc voilà, donc ça ce sont des contributions. À côté de ça, nous travaillons nous avons travaillé avec l'Institut royal des études stratégiques, où nous avons publié donc un rapport sur la transformation digitale au Maroc. Donc ça, c'était un rapport qui a été publié l'année dernière, je crois que c'était au mois de septembre. Donc je vous invite à le lire, il est disponible sur Internet. Merci. Et la dernière avis qui a été publié par CESE, par Cheikh Hamad Hachami, auquel nous avons participé pour expliquer ce qui ne va pas et quel est le gap et quelles
quelles sont les recommandations qu'il faut mettre en place. Très bien. Merci beaucoup, Serge. Je vais me tourner vers monsieur Bensouda. Aujourd'hui, on voit que les problématiques des entreprises ne cessent d'augmenter, de se diversifier, et souvent, ils n'ont pas le temps. Le monde universitaire, les chercheurs, ils ont cette maniabilité plutôt de trouver des solutions. Est-ce que vous collaborez justement avec des entreprises, avec des étudiants qui font de la recherche au niveau de l'ESIT pour trouver justement des solutions pratiques, technologiques aux problématiques actuelles et quotidiennes des entreprises? Exactement. L'ESIT, comme j'ai dit tout à l'heure, est une école qui a été créée par l'entreprise et qui est orientée entreprise et qui travaille tout le temps avec les entreprises. D'ailleurs, l'échange, c'est dans les deux sens. Nous, on intervient en entreprise, et je vais détailler par rapport à votre question, mais il y a aussi des professionnels d'entreprise qui viennent donner des cours chez nous. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard qu'on est, si je ne me trompe pas, la seule école qui fait partie des partenaires de cet événement. D'ailleurs, historiquement, pas que cette année. Oui, effectivement, nous, on a 3 missions au niveau de l'ESIT. Il y a la formation initiale, on forme des ingénieurs, des masters et des licences. D'ailleurs, en parallèle, on a les mêmes filières en formation continue pour les professionnels, les samedis et dimanches. Deuxième mission, c'est tout ce qui est relations entreprises, formation continue, accompagnement, assistance technique, justement pour développer la productivité, la performance, développer des compétences des personnes, c'est très important. Il y a les aspects R&D et de la recherche et développement appliqués à l'industrie. Ce n'est pas de la recherche théorique. On a des projets avec pas mal d'entreprises parce qu'on a compris que de toute façon, vendre la minute ne serait pas pérenne pour le Maroc. C'est vrai. Aussi, ce qu'on constate, c'est que nous, en tant que Marocains, on a des défauts, mais on a une qualité. C'est on est des gens innovants. Il suffit d'avoir le framework, comme on dit, pour que ces jeunes fassent de l'innovation. À partir de là, on a des projets gérés par le département recherche et développement, où on implique nos ingénieurs pour justement travailler sur des aspects innovants, sur de l'optimisation, parce qu'il y a tellement de problématiques aujourd'hui. Et ces aspects de digitalisation, d'innovation, c'est ce qu'on a dit, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, ce n'est pas un effet de mode, ce n'est pas un choix. C'est une nécessité pour d'abord optimiser les coûts, pour que nos entreprises puissent produire des produits qui répondent le marché, mais à moindre coût. Avec la concurrence qu'on a, aujourd'hui, la digitalisation, l'innovation est une condition sine qua non pour que nos entreprises soient pérennes et restent justement sur le marché. Donc, nous, on est conscients de cela. On a tout un département, depuis la création de l'école, sur les R&D, et on a des produits. D'ailleurs, la période Covid, le département R&D a fait un travail exceptionnel, la conception des masques innovants pour optimiser les processus de fabrication. Et effectivement, les IT avaient un rôle primordial durant cette crise. Donc voilà, on est très conscient de cela et on continue justement par rapport à cela. Il y a un besoin en entreprise énorme. Il faut que les entreprises s'ouvrent un peu plus sur les écoles et les universités parce qu'il y a beaucoup de matières grises, mais il faut aussi que les écoles et les universités, à l'instar de l'ESIT, s'ouvrent aussi sur les entreprises. Moi, je pense que c'est à l'école d'aller vers l'entreprise. L'entreprise, c'est à nous d'y aller. C'est ce qu'on a compris depuis 1996 et c'est ce qu'on fait. Merci. Rapidement, je vais tourner vers M. Guy Escarfel. Alors, justement, quels sont les prérequis pour faire du digital un levier et un vivier pérenne de l'emploi au Maroc aujourd'hui? Alors, je pense qu'il faut effectivement des fondations intéressantes que l'on trouve au Maroc. Il y a des clusters à différents niveaux. Ici, il y a une formation de qualité avec des partenariats également avec des universités à l'étranger. Je pense à UM6P avec, par exemple, le PFL à Lausanne. Tout ceci permet de créer
cette génération d'étudiants qui vont être très intéressants pour toutes les sociétés qui ont des challenges à venir, très clairement. Hein, tous, on va être embarqués à une vitesse faramineuse et il va falloir s'adapter, il va falloir innover, il va falloir se digitaliser. Dans notre cas, on accompagne nos clients de façon à leur permettre d'accéder plus facilement à leur marché, d'accord, qu'ils soient industriels ou autres. Et on va utiliser des services pour réduire le risque. Alors je diverge un peu, mais je reviendrai. Pour des services pour leur permettre de réduire leur risque notamment. Et on va d'une part créer de nouveaux services digitaux et toutes les sociétés vont devoir créer de nouveaux produits, très certainement digitaux. On parle de produits autrefois, on va parler de plateformes aujourd'hui déjà. Hein, c'est le cas d'Uber par exemple. Toutes les sociétés vont devoir revoir la façon dont ils interagissent avec leurs clients. Autrefois, on était très tourné sur soi, donc c'était core. Demain, c'est customer. Aujourd'hui, c'est customer. Donc il va falloir digitaliser le chemin, le customer journey. Il va falloir le simplifier, il va falloir le digitaliser. Et ça s'applique à tout le monde. L'autre chose, c'est qu'on va devoir aller très rapidement, d'accord, c'est tout ce qui est Smart Simplicity. Donc tout ce qu'on va faire dans le digital, ça doit être tourné pour soi-même, pour simplifier ses process, ou mettre de la robotique, par exemple, automatiser des choses, digitaliser des choses d'une certaine façon, et créer des nouveaux services, et simplifier toute l'interface avec les clients. Alors maintenant, au Maroc, oui, on a ces fondements et je pense, un peu comme une dame tout à l'heure décrivait le parcours en disant toutes les personnes que j'ai recrutées n'étaient que des étudiants. Ouais, c'est Madame Strat qui est avec nous d'ailleurs. Absolument. Et donc j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Et aujourd'hui, quand on crée des squads digitaux qui vont servir à créer des nouveaux services, des nouveaux produits ou digitaliser en interne ces systèmes, ben c'est ça. On va essayer de recréer quelque chose d'entièrement nouveau. Et je pense qu'au Maroc, il y a... Alors, c'est pas généralisé. Hein, quand on entend, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais il existe, à mon avis, des fondations extrêmement intéressantes en termes d'éducation, en termes de cluster. Maintenant, il faut, je pense, accepter de partager, de travailler avec les autres. C'est ce que nous faisons. Et moi, je serais même prêt à travailler avec des industriels ici au Maroc sur des projets, créer une équipe, innovation, avec d'autres clients partenaires pour créer des choses. Donc je pense qu'il faut accepter cette notion de partage et de co-création. Et puis, je pense qu'il faut avoir le courage de s'engager, d'essayer. Tout à fait. Test and learn. Si on ne teste pas, on ne peut pas savoir si ça va marcher. Et je pense qu'au Maroc, on a des gens qui sont extrêmement intuitifs et on les met dans une situation, ils vont trouver une solution. Moi, c'est ce que j'ai pu observer ici. On pousse, parfois on stretch, donc on met les gens dans des situations difficiles, mais on arrive à quelque chose. Donc je pense que c'est ça qu'il faut exploiter et je pense qu'il faut arriver justement à donner cette possibilité d'essayer de faire les choses. Voilà. Parfait. Dernière question à M. Hachek avant de clore ce débat. Justement, il y a cette ambition de Digital Nation, nouvelle tendance du marché de l'emploi, très digitalisé. Comment vous accompagnez cette transformation très rapide du marché de l'emploi marocain? Merci, c'est Boukhari. C'est vrai que le Maroc, il est à la porte en devenir, une nation digitale en devenir. On a pu le voir lors de la crise de Covid. Beaucoup de services publics, beaucoup de services... On dit même qu'en 3 mois, on a fait ce qu'on n'a pas fait en 3 ans. Voilà. Ça montre
ça montre que le potentiel est là, qu'il y a une capacité des Marocains à s'adapter et qu'ils sont friands de nouvelles technologies. Nous, à l'ANAPEC, on a pu le voir. Toutes les prestations, les entretiens de positionnement, l'ANAPEC, on fait 150 000 par an au profit des jeunes chercheurs d'emploi ou moins jeunes. Les ateliers de recherche d'emploi, on fait bénéficier quelque chose comme 100 000. Ben, on a fait tout ça en ligne au cours de ces 2 dernières années, donc c'est possible. Je pense que, si vous voulez, ce qui reste à faire, c'est uniquement de se convaincre que c'est une nécessité et qu'il faut investir et le faire parce qu'il en va de la compétitivité de nos services publics, de nos entreprises, de notre pays. C'est un élément déterminant de la compétitivité. On ne peut pas être compétitif si on ne digitalise pas. Et je pense que les pouvoirs publics prennent conscience de ça. Il y a des chantiers, mais il ne faut pas qu'on le fasse comme... Ça ne doit pas être quelque chose de la mode, quoi, juste une tendance éphémère. Voilà. Alors, pour vous donner quelques exemples, par exemple, nous avons constaté que beaucoup de chercheurs d'emploi, ce qui leur manque, c'est autre chose que le diplôme, c'est autre chose que le hard skills, c'est le soft skills, comme ça a été dit avant, c'est les langues. Par exemple, pour les langues, nous avons acquis une solution que beaucoup de services publics d'emploi en Europe, justement, utilisent. C'est une plateforme de remédiation linguistique que nous avons mis au service des chercheurs d'emploi ici au Maroc, où il est question de faire des tests sur 7 langues. Et ça, c'est une expérience que nous sommes en train de mener. Les soft skills, c'est pareil. Les formations en ligne, le e-learning, nous avons, si vous voulez, pendant la période Covid, les open classrooms, ça a explosé. Ça, on l'a senti, notre réseau. Ça fait des années qu'on investit avec des grands éditeurs de solutions, Microsoft, IBM, etc. Et à l'occasion de la crise Covid, c'est fou ce que ça a explosé comme chiffre. Nous sommes arrivés à quelque chose comme 40 000 bénéficiaires. Et ça montre que c'est possible. Et il faut qu'on continue à le faire. Autre exemple, c'est la meilleure connaissance du marché de l'emploi. La digitalisation, la big data, vous en avez parlé tout à l'heure, l'intelligence artificielle permet justement d'utiliser des outils qui permettent de voir ce qui se fait au niveau du web, donc de faire des aspirations de données, de l'analyse de données et d'authentifier ces données et comme ça d'avoir de l'information de qualité sur le marché de l'emploi qui profite à beaucoup de monde, qui profite aux opérateurs de formation, aux entreprises, aux chercheurs d'emploi eux-mêmes, aux décideurs publics, aux entreprises et aux fédérations professionnelles parce qu'on analyse mieux les attentes, on analyse mieux le marché de l'emploi et on se projette mieux. C'est-à-dire, l'idée, c'est de pouvoir se projeter, dire dans 1 an, 2 ans, quels sont les métiers, les postes qui vont être en vogue et qu'il convient de préparer des viviers dès à présent. Donc ça, c'est très important. Ce sont quelques exemples qui montrent que la digitalisation, en tout cas, nous, à l'ANAPEC, on essaye de vraiment tirer le maximum de profit parce que nous sommes un service public d'intermédiation. Nous agissons dans le moment. Quand il y a une entreprise qui se présente, qui veut des ressources humaines, il faut qu'on puisse la servir rapidement. L'investisseur n'attend pas, l'entreprise n'attend pas. Et donc, la digitalisation pour nous, est pour nous, c'est une nécessité. D'ailleurs, nous sommes en train de refondre notre système d'information avec les Américains, avec le Millennium Challenge. L'échéance, c'est juin. Donc, on est en train, pour avoir un système d'information complètement intégré et qui permettra, je pense, d'avoir un service public d'intermédiation entre entreprises, entre employeurs et chercheurs d'emploi et un service public qui accompagne les porteurs de projets de qualité
et qui puisse répondre à la grande problématique de l'insertion, de l'employabilité et de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Monsieur Hacher. Un petit, c'est rapide parce qu'on a largement débordé. Très, très rapidement. Deux petits messages rapidement. D'abord, je voudrais juste confirmer ce qu'a dit CHR de l'ANAPEC. On a fait appel à eux à 2-3 reprises. Ils ont été d'une réactivité exceptionnelle. Franchement, bravo à eux, vraiment. Très bien. Deuxièmement, le premier message, c'est que j'espère que ces aspects de digitalisation ne vont pas rester fermés dans des cercles fermés d'intellectuels, de grands patrons, que les entreprises puissent décliner ça auprès de leurs opérateurs. Je vois des multinationales faire ça, réussir cette transformation digitale, parce qu'ils ont déployé ça sur le terrain. Et nos opérateurs, ils sont capables de comprendre tout ça, vraiment. J'espère que ça va descendre vers des opérateurs et je pense que la direction des ressources humaines a un rôle éminemment important à jouer et qu'ils ne soient pas enfermés dans des aspects juste administratifs, de personnel, développement des compétences d'agilité. C'est, je pense, un des piliers de leur mission. Troisième message, je vois qu'il y a des projets, des idées de recherche et développement. Les idées sont là pour vous accompagner. On est là, je vois de grands groupes ici. On est là pour vous. Dès qu'on a fini cette table ronde, on peut s'échanger les cartes de visite. Merci. C'est l'objectif. Donc, effectivement, merci. Pour Zakaria Fahim, je vais poser une question à Zakaria Fahim, après je donnerai la parole à Cédrici. Aujourd'hui, Zakaria, pour résumer un peu les vrais challenges et défis à relever pour un futur du Maroc vraiment digital, on parle de Maroc Tech, de Marocotech, quels sont les vrais challenges et un petit message pour les entreprises qui ne sont pas encore esprit digital. Quel est l'enjeu? En 2 mots et après, même question à Cédrici. Je pense que le digital, avant c'était vu comme un luxe, maintenant c'est... Je pense que le Covid, on a suffisamment parlé, on le voit que dans des métiers simples, la restauration, ceux qui avaient démarré on va dire la distribution à distance avec juste des petites pages Facebook, ils sont jamais morts. Donc le digital, c'est un changement de mindset et c'est aussi un accélérateur dans la performance à travers le business model. Ce qui est intéressant, l'industrie 4.0 et la modernisation, et je pense que c'est important de le rappeler dans la salle, c'est que beaucoup des groupes sont des groupes familiaux et très souvent les enfants veulent monter des startups et pas forcément venir dans l'entreprise familiale. Et l'industrie 4.0 va permettre de moderniser l'entreprise, d'attirer donc les compétences pour que on va, je dirais, accélérer cette ouverture de modernité au sein du groupe pour lui permettre de continuer sa pérennité et pas de se retrouver avec plein de groupes. On est obligé de transformer un vieux groupe du XXe siècle en immobilier, parce que souvent les propriétaires ont acheté le terrain et on va monter sa start-up alors qu'on aurait pu essaimer. Donc je pense que ça c'est important de le rappeler. Et deuxième point qui me paraît très important, et le digital a encore accéléré, la Chine le fait, l'Inde le fait, c'est comment, en gardant notre diaspora là où elle est, l'utiliser à travers le digital. Comment créer aujourd'hui des liens pour qu'on puisse avoir le meilleur de ces gens dans la recherche et développement, mais aussi dans le développement du business, notamment dans la partie business angel. Et je crois que là, c'est une façon de revoir les choses de façon différente, parce que très souvent chez nous, on va valoriser le bâtiment, on ne valorise pas l'immatériel. Et je crois que c'est cette industrie 4.0, on ne pourra pas faire cette accélération si on ne change pas notre façon de voir cette transformation. Zakaria, rapidement, industrie 4.0, on est où? Au Maroc. Au Maroc. Bon, tu mets 0 quelque part, mais bon, 4.0, donc il y a des choses qui se font. Bon, on est entre nous. Et en direct donc, sur YouTube. Hésite, donc il y a des choses. Mais je crois on en parle beaucoup, effectivement. Et... On est dans un monde globalisé. On est dans un monde globalisé. Tant que... moi, je reprends toujours cette phrase qu'avait dit un entrepreneur. Je dis, moi, je ne crois plus aux gens qui lancent une entreprise tout seuls, qui restent dans leur coin, qui ne développent pas une logique de cluster. Et il me répond, donc il y a vraiment un problème de confiance, parce que si on veut gagner cette industrie 4.0 qui nécessite de travailler en écosystème, donc il faut enlever les écosystèmes et travailler en écosystème. Donc je crois que c'est un des leviers. Donc il faut vraiment accélérer la logique de transversalité qui, pour l'instant, à mon avis, bloquante. Dans certains secteurs, on y arrive, mais globalement, il y a encore beaucoup de chemin.
Même question, Cédric. Aujourd'hui, vous êtes un acteur majeur dans la digitalisation, soit en étant utilisateur ou dans ZIM. Quels sont les challenges aujourd'hui à relever, que ce soit au niveau global, que ce soit au niveau des entreprises qui ne sont pas encore inscrits une démarche digitalisation, transformation digitale? Alors, en fait, je pense que vous avez déjà les réponses. Zakaria dit déjà beaucoup de choses très intéressantes. D'abord, vous l'avez dit, c'est d'abord une question de mindset. Quelqu'un qui n'a pas de mindset, c'est quelqu'un qui ne veut pas avancer, qui ne veut pas se remettre en question. À un moment donné, son business sera remplacé par un business qui est plus performant. Une fois qu'il a compris ça, soit il change, soit il aura des problèmes. Et deux, il faut raisonner écosystème. Et par rapport à l'écosystème, moi ce que je peux dire, c'est que l'OSIM travaille à alimenter ça. À savoir créer des liens entre les gens, faire des partages d'expériences, faire que les gens sachent ce qui se passe par ailleurs, c'est la meilleure façon pour créer l'inspiration, la volonté et la réalisation. Après, les histoires de technologie, de démarche et de moyens, c'est des choses qui se trouvent. Heureusement, au Maroc, on a les compétences, on réussit des choses. Les ressources ne partent pas si jamais on leur offre le minimum, à savoir un cadre dans lequel ils peuvent s'épanouir, et ce n'est pas nécessairement l'argent. C'est un cadre dans lequel ils sont reconnus et ils ont la possibilité d'exprimer leur potentiel. Simedi, pour clôturer, on a débordé, mais... Un dernier point, si Youssef. Rapidement, avant de donner la parole à Mme Zakia Skrat. Un dernier point, si Youssef. Portnet, next step en termes de digitalisation. En fait, par rapport au next step, donc déjà pour un peu reprendre un peu ce qui a été dit par rapport à l'écosystème et par rapport à en fait à. Pouvez-vous rapprocher le micro, l'industrie 4.0. En fait, je pense que Portnet est un exemple par rapport à ça, par rapport à la création d'un écosystème. En fait, il y a un partage de vision et d'objectifs qui a été partagé entre plusieurs acteurs et plusieurs parties prenantes en fait du commerce international, notamment les douanes, le ministère du Commerce et de l'Industrie, les autorités portuaires et tout. Donc en fait c'est différent et plusieurs parties prenantes, notamment les banques. C'est le point qui a été traité qui a été dépassé, Zakaria, l'écosystème. Exact. Donc ça permet toutes les parties prenantes. de créer un écosystème qui permet par la suite, c'est un framework qui permet par la suite de construire derrière des outils en fait pour digitaliser en fait la plupart des process. Donc un petit peu Merci à CSF. Et voilà, dans l'avenir, c'est en fait se baser sur ce framework-là pour en fait donner plus de valeur aux opérateurs économiques. Super. Là, en fait, donc c'est de réussir l'intégration globale de toute la chaîne avec l'ensemble des parties prenantes. En se basant sur l'intelligence artificielle et notamment sur les données. Et l'agrégation en fait des données, cette intelligence en fait, collective en fait, le big data, oui. Qui se crée à travers cette plateforme. Justement, merci, on a une question de la part de Mme Zakia Skrat. J'emprunte votre rôle momentanément. Merci beaucoup, Simedi. Merci à vous, madame. Alors, je voudrais juste interagir avec monsieur le directeur général de Portnet et en effet donner notre témoignage, nous en tant qu'industriels, importateurs, exportateurs, que Portnet, c'est un des meilleurs outils ou plateformes digitales que le Maroc a réalisé pour faciliter la vie aux opérateurs. Dans la mesure où cet outil donc, nous permet de faire tout le travail en amont de nos importations, depuis le dépôt du dossier, l'obtention des autorisations, la domiciliation auprès de nos banques, la transmission des informations à l'office d'échange, et au moment de l'opération donc de l'importation, c'est-à-dire du dédouanement, de suivre notre dédouanement et puis d'avoir les différentes étapes au niveau documentaire jusqu'à l'imputation finale. Donc ça, c'est un outil formidable, mais ce que je souhaiterais rappeler au préalable, c'est que cet outil n'est pas le fruit de rien. C'est un fruit qui vient par la volonté des opérateurs, parce que, je rappelle pour l'histoire, dans les années 90, donc jusqu'en 96, toutes nos importations étaient faites de manière manuelle, au niveau douanier et au niveau des administrations. Et nous, les opérateurs et le patronat de l'époque, nous avions demandé à payer des taxes supplémentaires pour informatiser l'administration douanière.
Et donc, du coup, nous payons, depuis cette date, 100 dirhams par déclaration à l'importation et 50 dirhams à l'exportation. Et c'est dire que le Maroc étant importateur net, le nombre d'opérations que nous faisons, et parallèlement, donc, à la fin de ces 10 dernières années, le Portnet a été créé. Il a été créé, il aurait pu être créé par l'administration douanière parce qu'elle a déjà des outils que nous payons. Bien, cela n'a pas été fait. On a créé un autre organe dans lequel on nous a demandé de nous abonner à raison de 3600 dirhams par an. Maintenant, à la mi-mars, je dois reconnaître que j'ai été très surprise de messages que nous avons reçus, Portnet, tous les opérateurs du Maroc, pour dire que les redevances devaient se faire, non seulement avaient augmenté, mais en même temps par nombre d'opérations, et qu'à la fin de l'année, si on n'a pas utilisé ces opérations, elles sont annulées. Et donc on est passé globalement pour un opérateur comme moi, donc de 3600 dirhams à 10 000 dirhams. Vous me direz que 10 000 dirhams, c'est rien du tout, je peux vous l'accorder, mais je dis que le timing utilisé, qu'est-ce qui a motivé ce changement tarifaire en temps de crise, au moment où les matières premières sont très chères, au moment où l'énergie est insupportable, au moment où l'opérateur souffre de manière phénoménale et il manque de facteurs de compétitivité. Je trouve ça peu élégant qu'on ait fait ce changement à la mi-mars, à un timing où les gens sont franchement en période, je dirais, de crise. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qui a motivé? Peut-être que ce n'est pas de votre chef, puisque vous venez d'arriver à ce département, ce n'est pas votre initiative, mais qu'est-ce qui a motivé ça? Alors que normalement, déjà, le Portnet, nous ne devons pas le payer, puisque nous continuons à payer les redevances informatiques. On est d'accord? On est tout à fait d'accord, madame. En fait, pour apporter plus de précision par rapport à cette question, en fait, pour apporter plus de précision par rapport à votre question, effectivement, il y a un nouveau schéma tarifaire qui a commencé à partir du 1er janvier 2022. En fait, l'objectif de ce schéma tarifaire, c'est pas d'augmenter les tarifs. Non, loin de là, c'est qu'au niveau de Portnet, notre chiffre d'affaires va baisser considérablement. C'est qu'on a essayé. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. On est d'accord. En fait, avant, tout importateur devait payer la même redevance, quel que soit le nombre d'opérations qu'il effectue au niveau de la plateforme. D'accord? Il faut savoir que le nombre de petits opérateurs en fait, qui travaillent sur l'import-export, il y a plus de 70% des sociétés qui font que moins de 3 ou 10 opérations par an. Donc, on a consenti par rapport à cette tranche en fait, d'opérateurs. En fait, on a diminué c'est-à-dire les frais d'accès, donc qui sont passés de 3600 à maintenant on peut avoir des opérations à 1000 dirhams ou à 600 dirhams, donc pour les petits opérateurs, mais ils sont la majorité. Donc déjà c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place, mais je vous assure qu'avec toutes nos, c'est-à-dire notre bonne volonté, c'est dans ce sens-là. Mais on n'a pas augmenté notre chiffre d'affaires par rapport à cette crise. Et ce nouveau, déjà par rapport à cette question du fait de plan tarifaire, il a été acté depuis avant même le Covid. Et il a été retardé jusqu'à cette année. Mais je pense que c'est une demande des opérateurs, qui vient des opérateurs. Moi, j'étais pas dans cette phase en fait c'est-à-dire cette facette en fait du sujet, mais à chaque fois qu'on était avec des opérateurs, la première chose c'est que nous on paye la même chose que c'est-à-dire un opérateur qui fait des centaines et des milliers d'opérations. C'est ça un petit peu le constat. Donc cette nouvelle tarification permet d'être plus équitable
et qu'on paye à la consommation. C'est ça un petit peu l'idée l'idée en fait de cette nouvelle tarification. Merci beaucoup. Je pense que le débat pourra se poursuivre après. Merci à tous les panélistes. Donc, ce dernier panel qui a porté sur la souveraineté numérique, sur la formation. Merci à vous tous, messieurs. Merci à toutes ces personnes qui sont restées avec nous pour ce dernier panel qui marque donc la fin de cette 4e édition des Industries Meeting Days Morocco. Merci madame, monsieur pour votre présence, votre engagement et vos interventions. Et donc on se retrouve donc l'année prochaine. Merci à vous.